Bonjour et bienvenue. Mon nom est Mélanie Sanson, je suis senior manager au sein de l'équipe de renforcement des capacités à l'Union internationale contre le cancer et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans ce dialogue virtuel francophone de la série en fait de nos dialogues virtuels sur l'élimination du cancer du col de l'utérus. Et il s'agit d'une date importante pour discuter car ce 17 novembre, il s'agit de la commémoration du premier anniversaire du lancement officiel par l'OMS, donc de la stratégie mondiale pour l'élimination du cancer du col de l'utérus. Tout d'abord, avant de commencer, je vais me permettre de vous donner quelques détails techniques. Tout d'abord, s'il vous plaît, pourriez-vous maintenir vos micros coupés, sauf si bien sûr vous avez envie d'intervenir. Si possible, alors, tout dépend de votre connexion, de garder la caméra allumée particulièrement. Nous aurons un tour de table, un moment d'échange important dans l'agenda et il est toujours agréable, bien sûr, encore une fois, si la connexion le permet, de pouvoir se voir. Et enfin, profitez de la boîte de discussion, de la chat box pour échanger, y compris pendant les interventions et de vraiment d'utiliser au maximum cette chat box. Donc, on aura, lors de ce dialogue, la possibilité d'avoir accès donc à l'interprétation et merci beaucoup aux interprètes d'ailleurs. Donc, for all our English-speaking friends, so the majority of presentations will be in French, but you can have access to English translation. Et aussi, on aura une présentation donc, qui sera en anglais. Et cette fois, vous pouvez avoir accès à l'interprétation en français. Pour cela, c'est très simple. Vous avez une petite map monde. So you have a small interpretation icon on Zoom and just click on it and select your language. Donc, vous pouvez cliquer sur cette petite map monde et sélectionner la langue que vous souhaitez écouter. L'agenda pour aujourd'hui. Tout d'abord, voilà, il s'agit de l'accueil par les comodérateurs et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Thomas Dubois pour comodérer ce dialogue virtuel. Thomas est responsable des relations internationales à l'Institut national du cancer en France et donc cette initiative pour un partenariat est aussi une collaboration entre l'UICC et l'INCa. Et ensuite, nous aurons un panel donc, avec des intervenants sur cette thématique particulière. Et enfin, comme je l'avais mentionné, un tour de table, un temps d'échange donc avec les participants. Et enfin, nous aurons l'immense plaisir de mots de clôture par le professeur Charlemagne Ouedraogo, ministre de la Santé du Burkina Faso, ainsi qu'une vidéo de Stéphanie Sédou, ambassadrice pour la santé mondiale de la France. Donc, juste pour donner un mot de contexte, donc, il s'agit ici de reprendre une conversation que l'on avait débutée en 2019, quasiment 2018, et de cette idée autour d'un partenariat et donc de comment travailler ensemble, travailler en commun et dans la région d'Afrique francophone pour avancer la lutte contre les cancers féminins, en particulier le cancer du col. Et comment on pourrait s'inspirer aussi d'autres domaines de la santé mondiale pour bâtir vraiment sur les succès et les leçons apprises d'autres partenariats tels que le partenariat de Ouagadougou dans le domaine de la planification familiale. Donc, cet atelier s'est tenu en juin 2019 et nous avons beaucoup, et je tiens à saluer tous les participants qui étaient aussi à l'atelier de 2019, et vraiment un engouement et un enthousiasme important autour du travailler ensemble sur cette thématique dans la région. Et bien sûr, bon,
avec la parenthèse qui a été un petit peu imposée aussi par la pandémie, mais avec le lancement l'année dernière donc de la stratégie mondiale pour l'élimination du cancer du col. Maintenant, on s'inscrit véritablement sur donc, une réflexion sur comment ce partenariat pourrait accélérer donc la mise en œuvre des 3 cibles de la stratégie. Je me permets maintenant de donner la parole à Thomas Dubois. Merci Mélanie et bonjour à toutes et tous. C'est l'occasion aussi pour moi de saluer une nouvelle fois l'importance du partenariat de l'Institut national du cancer et de l'UICC sur cette thématique en particulier, et comme tu l'as mentionné, qui est engagée déjà depuis un certain nombre de temps. Donc en rappel du contexte, si c'est nécessaire de le faire, rappeler avant d'évoquer les objectifs spécifiques du dialogue que le cancer du col de l'utérus reste la première cause de mortalité chez les femmes dans la région, en Afrique subsaharienne, et que les pays d'Afrique francophone sont particulièrement touchés, avec des taux d'incidence qui se situent en général au-dessus de la moyenne africaine, sur des 25 pour 100 000. On a une dynamique très positive depuis le lancement de la stratégie mondiale pour l'élimination du cancer du col de l'utérus, qui a fixé des objectifs clairs, avec l'intervention au niveau opérationnel d'abord, avec l'intervention dite 90-70-90, 70% de jeunes filles vaccinées contre le HPV, 70% de femmes ayant accès à un dépistage de 35 et 45 ans, et 90% de femmes dépistées positives ayant un accès à un traitement des lésions ou du cancer invasif. Aussi, en termes de moyens, la stratégie fixe clairement l'objectif d'un investissement global de 10,5 milliards de dollars US pour les ressources humaines en santé, les infrastructures, les produits et équipements de santé qui sont nécessaires pour réaliser les interventions stratégiques 90, 70, 90. Alors, comment faire concrètement pour réaliser ces objectifs et atteindre nos résultats communs? Clairement, l'un des partis pris de l'UICC et de l'Institut national du cancer, et j'espère des participants aujourd'hui, est de dire que les partenariats régionaux sont une plateforme idéale de relais pour ces stratégies mondiales. Elles permettent, premièrement, un point important, une adaptation des stratégies aux contextes locaux. Chaque région a ses contextes. En général, on sait que, évidemment, chaque pays a aussi son propre contexte, mais il y a une sorte de moyenne régionale qui peut être éclairée à travers les partenariats régionaux. Deuxièmement, point important, l'objectif d'un partenariat régional, c'est aussi de catalyser les efforts des différents partenaires techniques et financiers au plus près des acteurs de terrain, que la société civile, les acteurs nationaux, locaux, sur le terrain impliqués pour la mise en œuvre des opérations. Et enfin, les partenariats régionaux fournissent clairement un éclairage sur la région. Ils permettent systématiquement de fournir une plateforme qui met la lumière sur la situation particulière de la sous-région et peut permettre justement le positionnement de bailleurs techniques et financiers internationaux. Donc les objectifs, ils sont rappelés dans la slide que vous voyez. L'idée sera évidemment de faire le point sur la situation dans la sous-région, un an après le lancement de la stratégie mondiale, et aussi de mettre en lumière l'engagement des pays, l'engagement fort des pays et de la société civile pour l'objectif d'élimination, de aussi disposer justement d'éclairage de partenariats existants qui ont un certain nombre d'années d'expérience qu'ils pourront nous partager, et enfin de pouvoir aussi bénéficier des perspectives de représentants de partenaires techniques et bailleurs internationaux justement sur cette thématique, et particulièrement peut-être sur les possibilités de développer des approches intégrées du cancer du col de l'utérus au-delà peut-être des santé reproductive et maternelle. Voilà pour les objectifs, et je vous souhaite, je repasse la parole à Mélanie, et je vous souhaite de très beaux échanges. Infiniment, Thomas. Bon, sans plus tarder, nous allons débuter donc la session avec ce panel qui permet d'avoir différentes parties prenantes en fait, qui vont pouvoir échanger sur cette thématique du rôle des partenariats pour l'élimination du cancer du col et notamment les opportunités en Afrique francophone.
Donc, j'ai tout d'abord le plaisir de donner la parole au professeur Jean-Marie Dangou. Donc, bien sûr, Jean-Marie Dangou est aujourd'hui coordonnateur du programme de gestion des maladies non transmissibles au bureau régional de l'OMS pour la région Afrique. Jean-Marie s'engage depuis très longtemps, non seulement sur la diplomatie sanitaire, mais aussi sur la lutte contre le cancer. Donc, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de donner la parole à Jean-Marie pour nous expliquer aussi l'adoption d'un cadre africain de mise en œuvre de la stratégie mondiale et sur cette approche adaptée à la région. Jean-Marie. Merci beaucoup Mélanie. Et je remercie aussi tous les organisateurs de cette session qui me permettent ainsi de partager avec des collègues, mais surtout avec des amis, ce cadre africain de mise en œuvre de la stratégie mondiale pour l'élimination du cancer du col utérin. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Oui, Thomas vous a parlé de cette stratégie mondiale d'élimination du cancer du col de l'utérus comme problème de santé publique. À cette stratégie est attachée une initiative et comme il a été dit, aujourd'hui nous célébrons le premier anniversaire de l'adoption de la stratégie lors de l'Assemblée mondiale de 2020. Et vous savez que cette stratégie a 3 cibles principales que vous voyez ici affichées sur la diapositive et qui ont aussi été rappelées par Thomas. C'est des cibles à l'horizon 2030, les cibles 90, 70 et 90. Je ne reviendrai pas là-dessus. Diapositive suivante. Ce qui est important, c'est que cette stratégie mondiale a été contextualisée pour une meilleure opérationnalisation au niveau de la région africaine, donc au niveau des pays africains. Et nous avons défini 4 objectifs spécifiques pour la mise en œuvre de la stratégie mondiale. C'est d'introduire et d'étendre la vaccination contre le papillomavirus dans les programmes de vaccination de routine qui se mettent en œuvre au niveau des pays. Deuxième objectif, c'est d'accroître la couverture et l'accès au dépistage et à la prise en charge appropriée des lésions précancéreuses. Troisième objectif, d'accroître la couverture et l'accès au diagnostic et à la prise en charge du cancer invasif du col de l'utérus, y compris les soins palliatifs. Et dernier objectif, de renforcer les capacités de suivi et d'évaluation de la prévention de la lutte contre le cancer du col de l'utérus, le cancer du col de l'utérus au niveau national. En plus de ces objectifs qui sont spécifiques à la région, il y a des interventions prioritaires que nous avons proposées. Vous les voyez ici affichées sur la diapositive. Elles sont au nombre de 5 et elles vont depuis l'évaluation des besoins et les interventions de mobilisation de ressources jusqu'à la réduction de la stigmatisation du cancer grâce à une éducation, une information et une communication appropriée. Donc, vous voyez, c'est tout un ensemble qu'il faudra embrasser et cet ensemble s'accorde avec le continuum de la lutte contre le cancer. Qu'en est-il des partenariats? Dernière diapositive, s'il vous plaît. Je présente ici la problématique des partenariats sous la forme des prochaines étapes. Et la collaboration, les partenariats et la coordination sont des éléments capitaux pour la réussite de la mise en œuvre de cette stratégie mondiale et de la mise en œuvre au niveau des pays africains. Premièrement, nous avons besoin de promouvoir une collaboration multisectorielle pour mobiliser et partager les connaissances, les expertises, les technologies et les ressources financières. Et dans ce cadre, il y a une série d'innovations qui sont en cours de finalisation ou déjà en cours de mise en œuvre dans les pays. Je vous les ai cités ici et comme vous le voyez, ça nous permettra d'avancer rapidement dans l'obtention des résultats de la mise en œuvre de cette stratégie. Deuxièmement, il faudra engager des partenariats dans plusieurs secteurs pour la mise en œuvre de la stratégie. Et dans ce cadre-là, on doit aller au-delà du secteur des maladies non transmissibles et du cancer.
Il existe déjà des stratégies pour la santé maternelle, néonatale et infantile. Il existe des stratégies pour la lutte contre le VIH-Sida, etc. On doit trouver le moyen d'arrimer notre stratégie de lutte et d'élimination du cancer du col de l'utérus à tout cela. Il y a déjà un certain nombre de partenaires qui sont sur le terrain, qu'il s'agisse des organisations du système des Nations Unies ou d'autres partenariats, comme il voulait mentionner ici sur cette diapositive. Il faudra forcément qu'on se mette ensemble pour travailler. Et je n'exclus pas la société civile, je n'exclus pas les organisations non gouvernementales nationales ou internationales. Donc, tous ensemble, comme on dit au Bénin, il faudra tous les doigts de toutes les personnes pour boucher les trous de la jarre percée afin que l'eau ne s'écoule pas. Il faudra bien entendu un leadership national fort et un engagement en faveur d'une collaboration multisectorielle inclusive. Si on a autant de partenaires, on a autant de collaborateurs au niveau national, il faut que pour tout cela, le pays reste, comme on dit dans le driving seat, que le pays reste maître de ce jeu de collaborateurs et de partenaires. Et bien entendu, nous aurons besoin d'une stratégie de plaidoyer et de communication efficace pour surmonter les défis qui entravent la mise en œuvre des interventions de prévention et de soins du cancer du col de l'utérus. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, professeur Lango. C'est vraiment une grande inspiration, tout d'abord, dans le sens où cette collaboration multisectorielle est quelque chose qu'on avait discuté est particulièrement importante, et comment cette réflexion autour des synergies avec d'autres grandes stratégies dans santé mondiale. On a vu le Fonds mondial aussi qui a adopté récemment cette stratégie, qui est ouvert aussi à des financements du cancer du col. Donc, comment, en fait, en étant ensemble, cela peut nous permettre d'avancer et d'accélérer la mise en œuvre. Et bien sûr, l'UICC offrira toujours ces plateformes pour aider les pays à être ensemble. Thomas, je te passe la parole. Merci Mélanie, et c'est un grand plaisir pour moi d'introduire notre second panéliste, en l'occurrence Mariba, qui est directrice de l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou. C'est un grand plaisir pour moi parce que j'ai aussi contribué justement au ministère des Affaires étrangères à la naissance de ce partenariat qui est vraiment une réussite clé, je pense, au niveau de la région, mais aussi au niveau international sur la planification familiale. Donc depuis 2020, Marie est directrice de l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou. C'est aussi une militante de premier plan pour la santé des femmes et les droits des femmes dans la région. En tant que directrice de cette unité, elle gère la coordination entre les parties prenantes du partenariat, qui comprend les ministères des 9 pays membres, les organisations de la société civile, mais aussi les partenaires de mise en œuvre et des bailleurs internationaux. Donc, ils ont réussi à mobiliser plus de 150 millions de dollars par an pour faire progresser la santé reproductive dans la région. Donc, je te laisse la parole, Marie, et c'est un grand plaisir de prendre un mot. Merci beaucoup Thomas, merci beaucoup Mélanie, merci aussi à l'UICC d'avoir invité le partenariat de Ouagadougou à prendre part à cette importante session. On y était déjà en 2019 à Dakar, donc c'est un plaisir pour nous de voir cette continuité et que le Covid n'a pas empêché d'avoir une certaine évolution. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir pour nous d'être invités à cette importante session. On va passer à la diapositive suivante, et peut-être si je peux expliquer le principe du partenariat de Ouagadougou pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Il a été lancé lors de la conférence régionale sur la population à Ouagadougou en février 2011, donc nous fêtons aujourd'hui nos 10 ans, et il regroupe 9 pays d'Afrique de l'Ouest francophone donc qui sont cités sur cette diapositive, je ne reviendrai pas dessus, mais qui historiquement ont eu certains des pires indicateurs, on va dire, en termes de santé maternelle et infantile, en sachant tout le poids que la planification familiale joue justement sur ces indicateurs de santé sexuelle et reproductive, et au-delà aussi sur les indicateurs de développement. Alors, ce partenariat de Ouagadougou a eu 2 phases. La première phase, urgence d'agir, et la deuxième phase d'accélération.
dans lesquels nous nous étions fixés un objectif régional. Et dans les deux cas, dans les deux phases, cet objectif a été atteint. Et c'est un peu aussi, pour moi, l'occasion de magnifier l'une des parties les plus importantes pour un partenariat, justement, c'est d'avoir pu réaliser ces succès dont Thomas a pu parler, ou en tout cas d'avoir de la visibilité sur le succès. Et c'est de cette façon que vous êtes capable ensuite de rallier et d'allier d'autres partenariats, d'autres partenaires, quand les choses marchent. Les partenaires ont tendance à vouloir soit répliquer ou en tout cas ne pas réinventer la roue ou en tout cas pouvoir se joindre à ce partenariat-là. Donc à ce moment-là, vous n'avez même plus cet exercice de devoir aller chercher les partenaires, ils viennent d'ores et déjà vers vous. Donc c'est pour ça que c'est aussi très important de trouver un équilibre entre le fait d'être un partenariat avec des objectifs réalistes qui font que vous pouvez atteindre certains succès, mais aussi être assez ambitieux pour ne pas décourager certains. Alors, nous avons une vision commune qui est celle d'une Afrique de l'Ouest francophone où l'accès à la planification familiale est de qualité, qu'il sauve et améliore les vies des femmes et des jeunes. Donc, on a voulu rajouter cet élément de jeunes étant une région dans laquelle 60% de notre population a moins de 25 ans. Et on a aussi voulu rajouter cet élément de contribution au développement durable. Donc, la part que les femmes en bonne santé, qui peuvent jouir d'une santé sexuelle et reproductive de qualité, peuvent contribuer au développement de leur pays. Et donc, le but de ce partenariat de Ouagadougou, c'est d'améliorer la collaboration et la coopération au niveau national et au niveau régional pour pouvoir répondre aux besoins non satisfaits en matière de planification familiale. Donc, nous nous assurons au niveau local et régional d'avoir une meilleure coordination entre les 9 pays, donc de pouvoir, par exemple, mettre à l'échelle des pratiques à haut impact qui se sont avérées concluantes dans certains pays, mais aussi une coordination entre les bailleurs de fonds pour éviter les duplications. On sait que chacun a ses intérêts, mais dans l'intérêt et le bien-être du partenariat, de pouvoir assurer cette coordination-là. Prochaine diapo. Par rapport aux avantages, et peut-être pour revenir sur cette coordination au niveau local et régional, et revenir sur un point que Thomas a mentionné, c'est par rapport aux acteurs qui sont impliqués dans ce partenariat-là. Il faut savoir qu'on intervient avec énormément de partenaires locaux et donc ça atteste de l'authenticité de ce partenariat-là. Donc je pense que c'est extrêmement important aussi de pouvoir donner la voix. C'est vrai qu'au niveau international, à certains acteurs qui n'ont pas forcément accès justement à une certaine visibilité. Et tout le but de ce partenariat de Ouagadougou, c'était de mettre en commun la voix de 9 pays qui relativement, quand ils sont pris séparément, sont relativement petits. Quand on pense à des pays comme la République démocratique du Congo, comme le Nigeria, qui ont quand même des poids démographiques qui sont beaucoup plus conséquents, et pris ensemble, donc des pays comme le Togo, le Bénin, la Mauritanie, qui ont parfois des poids démographiques beaucoup plus petits, de pouvoir leur apporter une certaine visibilité en consortium. Alors, en termes d'avantages de ce partenariat-là, je pense que le fait de pouvoir d'ores et déjà, dès le départ, définir très clairement quelle est votre vision, quelles sont vos valeurs, les objectifs que vous vous fixez, est vraiment sans équivoque. Surtout quand on parle parfois d'un sujet qui peut être encore tabou dans des sociétés parfois un peu plus conservatrices. Vous avez la possibilité justement d'avoir des partenaires qui solidifient et qui fortifient votre partenariat et vous permettent d'atteindre votre objectif de façon plus efficiente et plus rapidement. Le fait aussi d'être le plus inclusif possible et d'avoir autant de partenaires non seulement dans le domaine de la santé reproductive, dans le domaine des droits des femmes, dans le domaine de la nutrition, dans le domaine de la santé ou hors santé, vous donne accès dans ce partenariat-là donc à plus de données, à plus d'acteurs de changement qui pourront, eux, et pour revenir à ce que monsieur Dr Dangou a mentionné, la société civile, qui sont, eux, des acteurs de changement et qui peuvent donc vous ouvrir de nouveaux horizons et apporter aussi la contradiction. Je pense que c'est très important. C'est très facile parfois de se perdre quand on est
entre nous et qu'on est tous sur la même longueur d'onde, mais c'est de pouvoir accepter la contradiction autant que possible sans la laisser, on va dire, bouger les lignes, sans la laisser vous sortir de votre axe. Et ensuite, un autre avantage, c'est que justement, cette pluralité, elle permet de convaincre et d'attirer un plus grand nombre. Par exemple, au niveau du partenariat de Ouagadougou, nous essayons autant que possible d'atteindre les femmes en milieu rural. On a tendance beaucoup à se focaliser sur les femmes au niveau des villes, de pouvoir atteindre aussi les jeunes déscolarisés, les populations marginalisées et les personnes, par exemple, vivant avec un handicap. Et c'est une façon pour nous de s'assurer d'aller jusqu'au dernier kilomètre et que tous les bénéficiaires soient représentatifs de la société dans laquelle nous vivons. Alors, en termes de défis, ils sont nombreux et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les partenariats parfois ont tendance à ne pas tenir, c'est que vous avez autant d'intérêts que de partenaires. Alors, chacun arrive avec sa propre vision, avec son propre dossier d'investissement, avec ses propres valeurs, et qui peuvent même, dans un même partenaire, être changeants sur le temps. Et c'est de pouvoir concilier justement tous ces intérêts-là et de s'assurer que c'est l'intérêt vraiment de votre partenariat et la vision que vous avez définie dès le départ qui est renforcée. Ensuite, il y a le besoin qui est assez constant d'obtenir le consensus. Et c'est vrai qu'on a souvent eu, nous, au niveau du partenariat de Ouagadougou, avoir à soit ralentir notre cadence pour permettre à tous de pouvoir se retrouver, ou en tout cas de devoir prendre des détours et essayer de convaincre le plus grand nombre, mais de ne jamais laisser personne en arrière qui aura eu l'impression à un moment que le partenariat n'aura pas pris en compte leurs avis. Et ça ne veut pas dire forcément que c'est ce qu'on appliquera, mais en tout cas qu'ils auront été entendus. Et ça, c'est extrêmement important de donner la parole et une certaine écoute à toutes les parties prenantes de vos partenariats. Ensuite, il y a le fait que quand vous êtes victime un peu de votre succès et que vous avez beaucoup de partenaires qui vous sollicitent, c'est de pouvoir se faire tirer dans plusieurs directions qui sont parfois contradictoires, selon, par exemple, les opportunités de financement et qui font que vous avez tendance à suivre les tendances plutôt que de continuer sur son champ de vision. Et le dernier point aussi, c'est, j'ai mis qui trop embrasse mal étreint, c'est le fait parfois, en voulant être le plus inclusif possible, justement, d'avoir dans votre partenariat, justement, certains partenaires qui n'ont pas la même vision, mais qui veulent absolument s'accrocher au partenariat que vous aurez formé et qui ensuite pourrait être source de contradictions. Alors, sur la dernière diapositive, la suivante, c'est surtout pour apporter quelques pistes de solutions. Sur les leçons apprises, en tout cas au niveau de partenariat du Ouagadougou, on a vraiment pris le temps d'apprendre des uns des autres. C'était un partenariat qui n'était pas évident au départ et je pense que beaucoup n'avaient pas pensé qu'au bout de 10 ans, on en serait à ce stade-ci, même au niveau de l'unité de coordination. Donc voilà, ça a été très bon de pouvoir apprendre d'autres partenariats qui existaient déjà de ce qu'il a fallu éviter pour justement ne pas tomber dans les oubliettes. Et comme j'ai dit plus tôt, c'est aussi d'avoir cet équilibre entre l'ambition et le réalisme et se donner les moyens de ces ambitions-là. Je pense qu'au niveau de partenariat de Ouagadougou, c'est ce qu'il y a eu. Il y a vraiment eu un engouement pour la planification familiale. Le troisième point, c'est la mise en place d'un secrétariat et je pense que je ne le répéterai jamais assez, ça devrait peut-être même être le premier point, c'est que d'avoir eu ce secrétariat, donc l'unité de coordination qui est basée à Dakar, qui est assez flexible dans sa gestion pour la coordination au niveau des 9 pays. On est une équipe de à peu près une dizaine, presque une quinzaine de personnes maintenant. On n'a pas l'ambition et l'intention de grandir au-delà de ça, mais ce secrétariat-là, justement, a réussi à animer ce partenariat de Ouagadougou, le garder vivant, en sachant qu'il y a beaucoup de... au niveau de notre région, il y a quand même pas mal de partenaires, surtout au niveau des ministères, par exemple, où il y a beaucoup de changements et qu'il faut pouvoir justement avoir une continuité. Et c'est le but de ce secrétariat et de l'unité de coordination. Et pour revenir au point sur l'authenticité, c'est extrêmement important d'être basé dans la région, de pouvoir parler, communiquer avec... Voilà, il y a certains codes en général, de pouvoir les comprendre, de comprendre les valeurs
et de pouvoir inciter justement les différents partenaires à adhérer au vôtre. Alors, les applications par rapport au cancer féminin et surtout l'élimination du cancer du col, c'est le besoin justement avec cette authenticité de beaucoup de sensibilité autour de la question. Le domaine de la santé est déjà extrêmement sensible. Quand on parle encore donc à ce moment-là de la santé des femmes, de la santé reproductive et de maladies telles que le cancer, ce sont quand même des sujets qui sont encore assez tabous dans notre région et c'est de pouvoir prendre cela en compte. Et en termes d'opportunités, c'est vraiment dans la plus grande transparence. Et je sais qu'il y a certains partenaires au niveau du partenariat de Ouagadougou parfois qui ne se sont pas retrouvés parce que leurs valeurs ou parce que leurs objectifs étaient différents des nôtres. C'est vraiment de pouvoir, dans le plus grand respect et la plus grande transparence, s'accorder justement sur quelles sont nos divergences, mais de pouvoir prendre part aux activités d'autres partenariats, que ce soit celui de Ouagadougou, ceux dans la santé ou hors santé, qui peuvent justement vous ouvrir des portes et vous ouvrir l'esprit sur beaucoup d'opportunités qui sont là. Et éviter de dupliquer aussi. Je pense que c'est un des facteurs de mise à mort, si vous voulez, de certains partenariats. C'est que parfois, il y a beaucoup de réplication et de duplication. Et plus on est connecté avec les autres, on est dans un monde qui est absolument global maintenant, plus on peut justement prendre en compte un agenda global, en sachant par exemple tout ce qui a à voir avec les crises sanitaires, humanitaires, les changements climatiques, la santé et tout l'impact que ça a sur la santé, et pouvoir les intégrer dans votre partenariat et ratisser aussi large que possible sans se disperser, c'est aussi extrêmement important. Voilà, je vais m'arrêter là, mais je remercie encore pour cette opportunité donnée au partenariat de Ouagadougou de pouvoir partager notre expérience et on est toujours très enthousiaste de pouvoir aider d'autres partenariats à se former. Voilà, merci. Merci beaucoup Marie pour cette présentation avec des conseils très concrets, des propositions très concrètes. Donc je t'en remercie et effectivement j'en atteste puisque comme je disais j'avais vu naître ce partenariat de Ouagadougou dans mes fonctions précédentes au ministère des Affaires étrangères français et le constatant maintenant à travers l'amplification qui lui est donnée aujourd'hui que je pense qu'un élément clé c'est effectivement le leadership et notamment le leadership au niveau local. C'est important qu'il y ait des acteurs locaux à différents niveaux, que ce soit au sein des ministères de la santé, de la société civile, qu'il y ait cette vraie leadership qui soit prise en main pour pouvoir monter ce type de partenariat et le faire vivre. Je suis tout aussi ravi de vous présenter notre prochaine panéliste, donc Lisa Stevens, qui est responsable du programme d'action pour la thérapie du cancer au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc, elle occupe ces fonctions dans lesquelles elle construit beaucoup de partenariats sur les cancers et participe au dessin de nombreux plans cancer nationaux. Avant ses fonctions à l'AIEA, elle occupait les fonctions de directrice adjointe du Centre pour la santé mondiale de l'Institut national du cancer américain, qui a développé de nombreux partenariats à travers le monde, y compris en Afrique. Je te passe avec grand plaisir la parole, Lisa. Merci beaucoup, Thomas. Merci aux organisateurs. Je crois que c'est une initiative formidable. Et je voudrais simplement raccrocher à ce qu'a dit Marie-Ba sur le succès des partenariats. Quand on parle de cette initiative de partenariat, eh bien, je pense qu'il y a différents éléments très importants. Notre initiative a été lancée en 2019 et au sein de l'Agence internationale, nous avons limité le nombre de pays sur lesquels nous voulions nous concentrer. Nous voulions nous assurer que cette initiative soit alignée avec l'initiative
mondiale contre le cancer du col de l'utérus, et nous voulions également que ce soit en parfaite adéquation avec les initiatives contre le cancer du sein de l'OMS. Et nous voulions aussi que ce soit en parfaite adéquation avec les bailleurs de fonds. La Banque islamique du développement est devenue un partenaire clé car ils ont aussi cherché des moyens de lutter contre le cancer de l'utérus dans leur pays, dans les pays qui sont membres. Et nous sommes demandés comment améliorer les services pour les femmes. Et c'est ainsi que la Banque islamique du développement s'est joint à nous pour cette initiative commune. Nous avons choisi de collaborer, ce qui nous a apporté beaucoup de bénéfices. J'en ai déjà entendu parler, bien sûr, de beaucoup d'autres, mais nous avons été exposés à différents types de partenaires. Au sein de l'ONU, nos donateurs traditionnels sont des États membres. Cependant, il s'agit maintenant de trouver d'autres moyens de subventionner les activités contre le cancer. Il y a d'autres entités gouvernementales ainsi que le secteur privé qui pourraient entrer en ligne de compte. Voudriez-vous revenir à la photo avec l'approche collaborative, s'il vous plaît, avec la photo? Nous aimerions bien sûr aussi mettre en commun les ressources afin d'avoir beaucoup de bénéfices, et nous voulons également amplifier la portée de ces possibilités grâce à des réseaux combinés. Nous faisons des tables rondes entre la Banque islamique du développement et également l'AIEA, et nous avons bien sûr proposé des collaborations et on cherche à inspirer les communautés à des nouvelles possibilités de lutter contre le cancer du sein et du col de l'utérus, des nouvelles possibilités de travailler contre ces cancers. Nous avons constaté beaucoup d'améliorations dans la qualité du travail et nous allons travailler avec les plus favorables. Nous voulons aider les États membres clés à développer des propositions de subventions pour aller auprès d'une banque, par exemple. Nous travaillons avec l'Ouzbékistan, qui a été subventionné par la Banque islamique du développement, et nous voulons d'autres États membres, et nous regardons leurs besoins en matière de lutte contre le cancer, non seulement le diagnostic et le traitement, mais également tout le continuum de lutte contre le cancer. Nous allons continuer à chercher d'autres donateurs, des agences de développement, d'autres institutions. Le secteur privé est aussi une source de possibilités pour nous et nous allons bien sûr tâcher de sensibiliser ces partenaires potentiels. Les cancers féminins interpellent ces gouvernements dans leur désir d'aider les personnes dans l'aide dans le secteur sexuel et reproductif, les droits de l'homme, les droits des femmes. Je voudrais vous montrer cette brochure sur notre partenariat en français qui peut être bien sûr ajoutée à cette présentation, car il y a beaucoup plus d'informations que ce que j'ai pu vous donner maintenant. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. Merci. Merci, Lisa. C'est magnifique de voir une synergie entre toutes ces organisations, notamment l'AIEA et la Banque internationale islamique du développement. Un autre pays dans la liste des gagnants qui illustre que tous ces partenariats font la différence grâce à l'innovation, c'est un prochain pays. Je le présente en français.
Et je saisis l'occasion également de présenter à notre prochain intervenant qui donc va nous parler de la société civile et du rôle en fait des communautés et de la société civile au cœur en fait des approches collaboratives et aussi donc de la demande au niveau des pays. Donc, j'ai le grand plaisir de donner la parole à Mansour Niang, secrétaire général de la Ligue sénégalaise contre le cancer, et qui en fait est l'un des champions nationaux, en fait, d'un programme qu'on a à l'UICC qui s'appelle Cancer Advocates, et bien sûr un champion du plaidoyer dans la sous-région. Donc, Mansour, la parole est à toi. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tout le monde de cette invitation. Je suis ravi de pouvoir parler au nom de la société civile africaine et vous parler un peu du rôle de cette société civile et un peu le moteur que doit être cette société civile pour l'atteinte des objectifs pour l'élimination du cancer du col dans nos pays. Voilà. Juste pour vous présenter un peu la Ligue sénégalaise contre le cancer, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une organisation qui avait été créée en 1985 pour recevoir un premier appareil de radiothérapie au Sénégal. C'était un don d'une association à une autre association. Malheureusement, il y a eu comme d'habitude, avec le manque de temps de ces organisateurs et tout, on a pu faire une relance en 2019. Mais dans cette relance, ce qu'on a compris, c'est qu'il fallait aller vers la fédération. Il fallait se mettre ensemble pour vraiment être beaucoup plus fort et mettre en place un leadership fort, national, qui puisse appuyer les activités de lutte contre le cancer. C'est à ce niveau-là qu'on a pu rassembler les professionnels de la santé, des citoyens, mais à peu près 18 associations de lutte contre le cancer pour vraiment accentuer la prise en charge des malades, accentuer l'accompagnement de ces malades-là au niveau psychologique et dans les soins palliatifs, accroître le dépistage pour réduire vraiment les consultations tardives, mettre en place des activités de sensibilisation et essayer d'équiper les structures. Ce qui nous a permis vraiment d'avoir certains succès parce que derrière, quand on est ensemble, on arrive vraiment à se projeter, à mettre en place une activité de plaidoyer assez forte qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir avoir une gratuité de la chimiothérapie pour les cancers du sein et du col depuis 2018, de pouvoir pousser l'État du Sénégal à pouvoir mettre en place de nouveaux équipements dans le traitement. Aujourd'hui, on avait eu un sérieux problème dans la prise en charge de la radiothérapie et grâce au plaidoyer des organisations, nous sommes passés de 0 à 4 appareils de radiothérapie au niveau du pays. Et la vaccination HPV qui est vraiment un gros principe de la prévention des cancers. On a une activité sur l'ensemble du territoire en termes de formation, en termes de sensibilisation et de dépistage. Diapo. Diapo, s'il vous plaît. Voilà. Et pourquoi avoir une approche collaboratrice? Ça veut dire aujourd'hui, au niveau pays, il faut pouvoir se mettre ensemble. Se mettre ensemble, c'est de pouvoir parler d'une seule voix et avoir un plaidoyer fort et consensuel. C'est de permettre à l'État d'avoir un interlocuteur unique pour pouvoir parler des questions du cancer et aborder toutes ces questions et que la société civile soit prise en compte, la voix de la société civile soit prise en compte dans les décisions et dans les stratégies de lutte contre le cancer. Il faut un ancrage dans la communauté parce que sans la communauté, si on n'arrive pas à engager la communauté derrière, on n'est pas fort. Et pour être fort en termes de société civile, il faut pouvoir vraiment mettre la communauté, engager cette communauté et pouvoir derrière mettre en place une stratégie de mobilisation des ressources et des partenaires. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile dans nos pays de pouvoir mobiliser ces partenaires-là, mais quand on est ensemble, avec vraiment cette diversité de cette fédération, on arrive vraiment à mettre en place des stratégies et des activités qui permettent d'intéresser ces partenaires et de les mettre ensemble. Au niveau régional, il faut vraiment qu'on puisse initier des collaborations pour mettre en place un partenariat pour capitaliser toutes ces ressources-là aujourd'hui. Vous avez beaucoup d'initiatives qui sont réalisées dans nos différents pays et quelquefois la société civile peine à pouvoir participer à ces initiatives, peine à pouvoir partager son expertise et à mobiliser l'ensemble des personnes. Aujourd'hui, vous avez des organisations
au niveau sous-régional, que ce soit l'UEMOA, que ce soit la CEDEAO. Et il faut aujourd'hui avoir ce rôle-là en termes de plaidoyer, en termes de sensibilisation, d'engager ces organisations pour plaider pour aller vers vraiment une mobilisation de cette organisation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites au niveau régional. Et malheureusement, si on n'a pas une organisation sous-régionale ou régionale forte de la société civile, il est difficile de pouvoir se mettre ensemble. Je salue beaucoup l'engagement de certains pays comme la Côte d'Ivoire et le Burkina qui ont mis en place des fédérations nationales qui sont en train de faire un travail extraordinaire. Et je pense que bientôt, on pourra mettre en place une organisation ouest-africaine pour pouvoir être beaucoup plus fort et pouvoir engager beaucoup plus de partenaires au niveau local. Aujourd'hui, la société civile doit être le moteur du changement. Mais le changement, il ne doit pas être juste orienté dans le cadre du dépistage. Je pense qu'il faut avoir une approche très structurée sur ces 4 piliers là-bas. D'abord, c'est le traitement pour tous. Il faut engager nos États à pouvoir mobiliser des fonds au niveau local pour pouvoir financer l'accès au traitement, que ce soit pour les médicaments essentiels, que ce soit pour les autres types de traitements, que ce soit la radiothérapie, et faciliter la formation des professionnels pour la chirurgie. Avoir de meilleures données, parce qu'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas des données, des registres des tumeurs qui sont disponibles, les stratégies peuvent être fausses parce qu'on ne sait pas aujourd'hui quelle est l'incidence réelle de la maladie dans nos différents pays. Accroître l'accès pour la détection précoce et le diagnostic. L'accès aussi rapide à des traitements appropriés et aussi ne pas oublier les soins de support et les soins palliatifs. Et pour cela, il faut beaucoup de plaidoyer, engager la communauté et beaucoup d'équité pour l'accès à ces soins-là. Diapo. On va juste terminer par ces prochaines étapes-là, c'est de mettre en place des approches multisectorielles, société civile partenaire, comme moyen d'accélérer les efforts pour l'élimination. Le partenariat public-privé, il est très important parce qu'aujourd'hui au Sénégal, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est dans le cadre de ces partenariats public-privé avec des entreprises qui arrivent à mobiliser des ressources, de mobiliser des partenaires pour nous accompagner dans tout ce que nous faisons. On n'attend pas l'État. L'État vient arrivera, mais en même temps, il faut vraiment mobiliser le secteur privé pour financer l'accès à la santé. Et en dernier, la mise en place d'un réseau de lutte contre le cancer féminin en Afrique francophone. Et là, je salue l'initiative de notre ami du Burkina, professeur Zongo, qui a démarré et qui initie déjà un groupe de réflexion avec l'ensemble des sociétés civiles ouest-africaines pour pouvoir mettre en place une fédération qui nous permettra de pouvoir parler d'une seule voix et d'être beaucoup plus efficace. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que la voix des associations sera de plus en plus attendue. Merci beaucoup. Merci infiniment, Mansour. C'était vraiment extrêmement inspirant également. Vraiment, voilà, le partenariat, et ça revient au concept d'authenticité que mentionnait Mariba, que ce soit vraiment porté par les associations, une demande au niveau régional et la société civile comme moteur de cette demande. Et justement, on aura un tour de table qui permettra à la fois, comme on l'avait fait à l'atelier de Dakar, et merci encore la LISCA d'avoir hébergé l'atelier de Dakar, et plusieurs participants, à la fois la société civile, mais aussi les programmes nationaux, sur comment le partenariat fera une différence pour eux, et comment ils sont les moteurs et les acteurs du partenariat. Merci beaucoup, Mansour. Alors, tout de suite, on a reçu quelques questions au regard du temps. En fait, c'est une question. Toutes les questions se recoupent sur une même thématique, qui est celle, en fait, du rôle des communautés. Non seulement comment les communautés, qu'il s'agisse en termes d'équité, en fait, stigmatisation, on a entendu, et l'ensemble des communautés peuvent s'engager, mais aussi en termes de décentralisation.
comment, en fait, ces différentes stratégies, qu'il s'agisse du cadre régional, comment l'innovation peut permettre d'atteindre les communautés et de les engager, mais aussi comment la société civile et les organisations communautaires peuvent être des acteurs clés dans le partenariat. Et aussi, Mariba a mentionné les jeunes, donc les organisations de jeunes ou les organisations d'autres domaines que le cancer, au niveau des communautés peuvent s'engager. Donc, c'est une question pour l'ensemble des intervenants. Est-ce que quelqu'un veut répondre à la question tout d'abord? Marie? Oui, merci Mélanie. Je vais commencer pour nous, en tout cas, par exemple, ce qu'on a fait au niveau du partenariat de Ouagadougou, et j'ai vu une question sur l'implication des leaders religieux. Étant donné qu'on n'est pas dans la mise en œuvre et qu'on est dans la coordination, ce qu'on est en train de faire encore, c'est une cartographie justement des organisations de la société civile qui, elles, sont au plus près des communautés, parce qu'on n'a pas la prétention de pouvoir travailler avec absolument toutes les organisations et associations communautaires au niveau des 9 pays. Donc, on compte beaucoup sur la société civile justement pour pouvoir le faire. Et donc, on a organisé la société civile la société civile s'est organisée en coalition par pays, une coalition régionale, et aussi un forum régional des leaders religieux. Et c'est comme ça qu'ils contribuent au partenariat de Ouagadougou et à l'atteinte des objectifs, et qui nous permet aussi d'avoir une remontée de données par rapport à ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe dans les communautés, et pouvoir les mettre, un objectif aussi tout simple, c'est avec cette cartographie, c'est de pouvoir les mettre en relation directement avec certains bailleurs de fonds, par exemple, de faire en sorte qu'ils se connaissent beaucoup mieux. Parfois, il y a énormément de similitudes dans les contextes, et faire en sorte aussi que les partenaires de mise en œuvre sachent à qui s'adresser s'il faut, par exemple, traiter de la planification familiale en contexte de crise au Niger, par exemple. Donc, c'est comme ça qu'on a organisé nos efforts, et je pense que la cartographie est extrêmement importante pour pouvoir, même à notre niveau, savoir qui est qui et qui fait quoi. C'est un point de départ, et ensuite de pouvoir mettre en relation justement les différentes parties prenantes. Voilà. The unmute thing. Tu peux y aller, Mélanie? Je crois qu'il y avait Lisa. Melanie, may I? Sure, Lisa, go ahead. Oui, eh bien, merci beaucoup, Mélanie. Pour ajouter quelque chose à ce qu'a dit Marie, il y a simplement, bien sûr, les voix de la société civile, mais il faut aussi qu'il y ait des communications avec les responsables des gouvernements. Donc, nous avons des discussions au sein de notre organisation avec les représentants de l'État. Il faut savoir ce que ça signifie, comment répondre. Ce que nous voyons maintenant avec les institutions de développement, c'est que ce soutien doit venir du niveau du pays. Donc, ce sont les responsables des pays qui doivent dire que le cancer est une charge, un problème. Nous avons besoin de soutien parce que sinon, les individus diront, eh bien, nous n'entendons pas que c'est un problème grave au niveau des communautés. Il faut donc que ce soit au niveau de l'État que l'on prenne la parole. Merci. Thank you very much, Mélanie. Cette question est très importante, mais je crois que les réponses en fonction des rôles et responsabilités des différentes organisations vont changer. Et si je prends le cadre régional africain de mise en œuvre de la stratégie mondiale, comme son nom l'indique et comme je vous l'ai présenté, c'est un document d'orientation avec des interventions prioritaires qui sont proposées au pays, mais ces interventions doivent être désagrégées en activités et en sous-activités au niveau national. Et dans les interventions que je vous ai proposées, les 6, il y en a 3 où on voit clairement quel est le rôle attendu des communautés locales. Je prends
l'exemple de la stratégie de vaccination contre le VPH. On ne peut pas mettre en place et réussir nos stratégies de vaccination si on n'obtient pas à l'avance l'engagement de la communauté, si on n'obtient pas la mobilisation des communautés. Donc, vous voyez que les communautés ici jouent un rôle très important. Et avant de dérouler nos stratégies, nous devons préparer ces communautés, obtenir leur adhésion à nos stratégies avant de les commencer. Il en est de même pour la couverture des services, pour la détection précoce, le diagnostic et le traitement. On a forcément besoin ici aussi de l'engagement des communautés, sinon nos stratégies sont vouées à l'échec. Donc, le rôle des communautés locales est très important. Et la dernière intervention, où là, on ne peut pas ne pas obtenir cet engagement aussi, c'est dans la lutte contre la stigmatisation. Cette stigmatisation, elle vient d'où? Elle vient des communautés. Donc, il y a un gros travail d'IEC à faire avec et à l'endroit des communautés afin de réduire le niveau de stigmatisation par rapport au cancer du col de l'utérus. Et encore une fois, au départ, dans les fonctions de l'OMS, là, on travaillait plus avec les ministères de la Santé et les autres ministères du gouvernement, mais depuis quelques années, grâce au FENSA, le cadre d'engagement avec les acteurs non étatiques dans les pays, nous travaillons aussi avec la société civile, avec les organisations non gouvernementales nationales et internationales dans les pays. Donc, ça nous ouvre des perspectives sur un focus sur les communautés locales. Voilà ce que je voulais dire. Merci, mesdames. Merci infiniment. Donc, je me permets à la fois avec Thomas, et Thomas dira quelques mots, de remercier tous les intervenants. C'est extrêmement intéressant d'avoir ces regards croisés en fait sur les avantages d'un partenariat. Je vois qu'il y a quelques demandes d'intervention par ailleurs, mais je me permettrai de laisser ces interventions peut-être dans la boîte de discussion ou encore lors du moment d'échange, pour laisser un petit peu de temps justement donner la parole au pays lors de ce tour de table. Donc, je permets, Thomas, tu veux dire quelques mots? Oui, rapidement, pour peut-être, alors ce sera difficile de faire la synthèse de tout ce qui s'est dit, mais j'ai noté, je me suis permis d'essayer de les résumer en quelques mots. Je crois que la dimension de collaboration multisectorielle a été beaucoup évoquée et je pense qu'on peut à travers parler plus directement d'approche intégrée. Il me semble que c'est un élément clé pour le cancer du col de l'utérus dans la région. Le deuxième point, c'est semble tout à fait nécessaire, et on vient de le rappeler, de développer une stratégie adaptée avec des cibles bien adaptées à chaque pays. Et là, je pense que c'est le terme appropriation qui est important et qui est ressorti. Il me semble qu'il a été évoqué aussi très clairement que toute plateforme régionale ou même nationale qu'elle soit devait être une plateforme inclusive et multi-acteurs. La question de l'engagement a été rappelée et je pense que c'est d'abord avec un mécanisme qui permet justement l'inclusion de tous les acteurs qu'on peut gagner l'engagement sur le terrain et à différents niveaux. Il y a un terme que j'ai beaucoup aimé qui est évoqué par Marie, qui est la notion d'authenticité. Je ne l'avais jamais envisagé dans le cadre d'un partenariat, mais je pense effectivement que c'est une dimension très forte et encore plus maintenant par les temps actuels. Et enfin, deux notions claires et qui me semblent très importantes pour un partenariat, c'est la question de la mobilisation, donc des ressources, mais aussi peut-être de l'énergie de chacun, de savoir mobiliser et se mobiliser. Et puis, ça se fait, je pense, à travers un leadership fort, mais je pense qu'il est déjà très présent au sein de la sous-région. Merci Mélanie, je te passe la parole peut-être pour les prochaines étapes. Oui, on va déjà faire le tour de table en fait. Ah, pardon. mais qui est la prochaine étape en fait. Donc j'ai le plaisir, et puis avec l'équipe de l'UICC, on a pu répertorier parmi les participants qui étaient les autres participants à l'atelier de Dakar, et puis qui étaient là
des pays. Mais donc, on voulait se centrer vraiment sur une question. Vraiment maximum 1 minute pour donner la parole au maximum de personnes. Et vraiment autour de quel serait pour vous, dans votre contexte au niveau national ou régional, l'avantage principal d'un partenariat, d'approche collaborative sur les cancers féminins. Donc, tout d'abord, je vois que Lisa Wang, d'Expertise France, nous aurait rejoint, et l'UICC fait partie avec Expertise France d'un consortium sur le projet Success, et dans le cadre justement du projet Success, il y a une approche régionale qui viendrait en synergie en fait de cette idée de partenariat. Lisa, est-ce que tu es avec nous? Ou Mélissa, je crois. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour tout le monde, en fait je suis là, je ne sais pas si vous pouvez nous voir, parce que j'ai activé la vidéo, mais c'est pas grave. Je suis ici avec la présidente de la COCC en Côte d'Ivoire, justement comme présenté par Mélanie, Expertise France en partenariat avec... c'est bon? Vous nous voyez? Oui, je pense. Moi, je vois en tout cas. D'accord. Expertise France en partenariat avec UCC et JPIGO, on a ce projet qui s'appelle Success, financé par UNITED, qui est sur la prévention secondaire du cancer du col de l'utérus. Dans la sous-région, on travaille dans 2 pays, donc la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Mais le projet a l'ambition d'avoir une collaboration à l'échelle régionale. Dans la sous-région Afrique francophone, on a un petit pays dans ce scope-là. Voilà, l'approche sera évidemment, on est très intéressé, on trouve que le partenariat Ouagadougou est très très encourageant. Vraiment, on peut s'inspirer de aussi établi pour le cancer du col ou pour le cancer féminin. Voilà, et dans nos volets de collaboration régionale, on se partager et créer avec les partenaires une dynamique régionale justement pour l'élimination du cancer du col, et ensuite partager les expériences et savoir-faire avec les 2 pays d'intervention, donc tout le test HPV, introduction de traitement avec la passion thermique, et création de la coalition contre les cancers, travailler avec le ministère aussi sur les guidelines et les normes, et aussi travailler sur un volet très important, mais souvent oublié par beaucoup de projets, c'est sur le financement de la santé. Comment assurer une sorte de pérennité en réfléchissant dès le début de projet sur le financement. Voilà, il y a tous ces activités et tous ces leçons acquises qu'on souhaite pouvoir partager et échanger avec les pays dans la sous-région. Donc, on attend avec impatience ce partenariat. Merci beaucoup. Je ne sais pas si, Mélanie, je peux passer la parole à la présidente. Tout à fait. J'en profite pour saluer Maître Fadika et vous féliciter aussi la COL-CC puisqu'il s'agit d'un grand jour, de l'événement organisé par la COL-CC. N'hésitez pas à dire quelques mots sur, pour vous, l'expérience de coalition et surtout comment un partenariat régional pourrait faire une différence. Oui, merci Mélanie. Je voudrais surtout dire bonjour à tout le monde, à tous les partenaires de la lutte contre le cancer du col de l'utérus et tous les cancers féminins. Nous sommes en atelier en ce moment, donc autour de la commémoration du 17 novembre. Et je pense que l'essentiel a été dit par Lisa. Mais ce que je voudrais dire, c'est que de sortir de cet atelier, nous avons déjà un engouement des associations membres qui ne sont pas membres
de la COL-CC et qui ne sont pas impliqués dans la lutte contre le cancer sur le terrain. Donc, ce sont des organisations de la société civile qui ont décidé de fédérer leurs efforts au sein de la coalition pour donc mener ensemble la lutte sur le terrain contre le cancer, notamment dans la recherche du financement du cancer. Et nous avons une bonne proposition là. Nous avons un Conseil national des droits de l'homme qui nous a tendu la main. COL-CC, nous vous invitons à utiliser nos 31 commissions sous-régionales pour faire votre sensibilisation. Ça, c'est vraiment formidable pour nous. Et il s'agit donc de la dynamique nationale, mais nous sommes partie prenante. Nous sommes disposés pour tout ce qui aura un caractère régional, parce que nous, à la COL-CC, on dit, c'est ensemble qu'on est fort. Merci. Merci infiniment, Madame la Présidente. Et c'est vraiment une très, très bonne nouvelle aussi de ces synergies, ce partenariat, notamment avec le domaine des droits humains, qui est vraiment un domaine pertinent. Alors, je vois parmi nos participants que nous avons le professeur Adoubi, qui était également, je pense, à l'événement de la COL-CC et qui est directeur en fait, du programme national de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Professeur, est-ce que vous êtes… Oui, bonjour Mélanie. Bonjour. Bonjour. Alors, selon vous, quel serait l'avantage d'un partenariat sur les cancers féminins au niveau régional? Merci. En tout cas, je pense que l'essentiel a été dit par tous mes prédécesseurs. Il faut savoir que ce partenariat peut vraiment nous aider dans le cadre d'actions intégrées et surtout permettre aux ONG, aux différents acteurs de pouvoir avoir accès aux populations, particulièrement les populations en zone rurale qui n'ont pas accès aux différents services et qui posent donc le problème de ces diagnostics tardifs des cancers. Il faut surtout aussi faire appel à des mobilisations de ressources et ces partenariats peuvent nous permettre, surtout au niveau des différents acteurs, de présenter des plans d'action à impact qui pourront nous permettre donc d'être financés et voir des résultats, bien sûr sous le conseil d'expertise, tels que les expertises de l'UICC et de l'OMS. C'est ce que je voulais essentiellement dire par rapport à votre question. Merci. Merci infiniment, professeur Adé. Je me permets de passer la parole à Dr Freddy Nagnon du Bénin, qui était aussi présent en fait à l'atelier de Dakar et qui est point focal cancer donc pour le Bénin. Freddy. Oui, bonjour Mélanie et merci beaucoup. Je pense que pour répondre à cette question, au risque de répéter un peu Mansour, je pense que l'avantage d'un tel partenariat au niveau régional, c'est surtout le partage d'expérience. C'est permettre à toutes les parties de bénéficier de l'expérience des autres membres, notamment dans la recherche de financement et notamment dans les initiatives qui ont déjà marché dans les différents pays. Donc, ça permettrait donc d'asseoir des expériences qui ont marché dans les différents pays. Le second avantage, ce sera, à mon avis, la force du plaidoyer. Comme on dit, comme l'a dit la présidente, c'est l'union qui fait la force. Donc, une seule association, un seul individu devant un État, ce n'est pas grand-chose, mais un consortium sous-régional face à un groupe d'États, donc je pense que ça fait plus de poids. Et je pense qu'un troisième avantage, ce sera la mutualisation des ressources pour la formation à l'échelle régionale. Je vois que, par exemple, en Guinée, il y a de l'expertise pour la formation dans le dépistage du cancer du col, mais je pense que tous les pays de la sous-région peuvent en profiter au lieu donc d'aller se former en dehors de la sous-région. Voilà un peu ce que j'avais à ajouter. Merci beaucoup, Mélanie, et merci à tous les participants pour ces brillantes présentations. Merci. Merci infiniment. Et donc, on mentionnait la Guinée et je pense voir parmi les participants donc le professeur Traoré ou Marie-Angèle représentant la Guinée. Bonjour à tous et à toutes.
Je vais parler au nom de la Guinée, au nom de Marie-Angèle, la présidente de l'Association guinéenne pour la lutte contre le cancer. Pour ne pas se répéter, c'est le partenariat dans ce cadre permet d'améliorer, d'optimiser la visibilité de nos programmes de lutte. Et ça permet également le transfert de technologies. Et comme le disait mon prédécesseur, ça permet également d'améliorer notre niveau de compétences en se formant sur place. Et également, c'est le meilleur moyen de plaidoyer auprès de nos gouvernements pour leur implication dans le programme de lutte contre le cancer. Je vous remercie. Merci infiniment. Je vois aussi une main levée du docteur Nazoum Diarra du Mali, qui représente Almac au Mali. Docteur? Mélanie, bonjour. 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 Bonjour, vous nous entendez? Ça va? Ça va bien. Oui. Bon, je remercie vraiment les organisateurs de cet atelier. D'abord, au professeur Dangou, vraiment, je dis bonjour parce que nous avons beaucoup travaillé ensemble. Je remercie l'ensemble des panélistes parce qu'ils ont été très clairs effectivement dans les interventions. Et comme les autres collègues, par rapport à cette question, l'avantage du partenariat, il est très intéressant effectivement parce que ça permet effectivement de mutualiser les ressources. Ça permet effectivement d'avoir vraiment des informations aux différents niveaux. Et je pense que ce partenariat vraiment est nécessaire et ça va même aider effectivement à bien mobiliser l'État dans ce cadre-là. Et pour dire effectivement qu'au Mali, moi, j'ai été responsable des maladies non transmissibles pendant des années et je suis à la retraite. Et actuellement, je suis avec l'ALMAC, l'Association malienne de lutte contre le cancer. Et au Mali, il y a aujourd'hui quelques associations qui sont là et on a essayé de les fédérer dans la Ligue malienne de lutte contre le cancer, dont je suis en fait le responsable. Et je dis qu'effectivement, si on parle de mutualisation, je suis très bien. Parce qu'aujourd'hui, au Mali, beaucoup d'activités par rapport à la lutte du cancer se mènent. Si nous prenons le professeur Tekete, avec ce qu'on appelle l'opération Week-end 70, où Orange Monnaie, Orange intervient beaucoup. Mais malheureusement, c'est des activités qui sont bien menées à tous les niveaux, mais les informations ne sont pas généralement disponibles. Et je pense qu'effectivement, avec la mutualisation, effectivement, ça permet effectivement aux différents pays au niveau de la région d'avoir les mêmes informations et d'aider effectivement la prise en charge de ce problème de cancer au niveau national. Et pour terminer, j'ai dit effectivement, actuellement, je suis en train de préparer une activité, mais au niveau un peu local, dans un département de Mali, dans le centre de Tomia, où régulièrement je vais sur le terrain, nous menons des activités de dépistage du cancer. Et nous pensons qu'effectivement, de telles activités, on doit pouvoir les multiplier à l'ensemble du pays. Malheureusement, c'est souvent des problèmes de ressources qui font que ce n'est pas possible. Et je pense qu'avec cet aspect de partenariat, on a effectivement à mesure effectivement de pouvoir mettre en place tous ces grands aspects et trouver un meilleur résultat. Et vraiment, je tiens à remercier les uns et les autres. Et je pense que vraiment, l'initiative est très bonne. Elle est à saluer et elle doit être pérennisée pour vraiment que nous soyons tous au même niveau d'information et qu'on puisse aller de l'avant en matière de lutte contre le cancer parce que vraiment, c'est aujourd'hui un sérieux problème. Et je remercie tout le monde. Mélanie, je vous remercie. On s'est quitté il n'y a pas longtemps et la fois dernière. Et on se retrouve et je pense qu'on se retrouvera encore sur d'autres rencontres. Merci à tout le monde. Bonjour à Jean Dangou avec. Merci infiniment. Je pense que le docteur Aliou Bagayoko est aussi avec nous, qui représente le Mali. Docteur Aliou, en quelques mots. Merci. Docteur Aliou?
Non. Alors, je me permets de passer la personne, je vois une main levée, donc de Cécile Ciombiano, de Médecins du Monde. Cécile, la parole est à vous. Bonjour. Bonjour, Mélanie, vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, j'aimerais juste prendre la parole pour vous partager un peu les acquis, effectivement, d'un partenariat fort de Médecins du Monde France. Vous savez déjà que Médecins du Monde France intervient dans le cadre de la réduction de la morbimortalité liée au cancer du col de l'utérus au Burkina Faso et en République de Côte d'Ivoire, toujours dans les mêmes modèles d'intervention, renforcement du système de santé, la mobilisation communautaire et puis le plaidoyer. Alors, nous avons, depuis la mise en œuvre de notre intervention avec des innovations phares, en appui au pays, au Burkina et en Côte d'Ivoire, nous avons pu en tout cas compter sur des acquis d'un partenariat pour des résultats que nous avons aujourd'hui. La première des choses, c'est surtout sur le volet mobilisation communautaire, nous avons remarqué qu'il y a un avantage à travailler avec les femmes, même bénéficiaires de l'offre et bénéficiaires des dépistages, et avec l'autoprélèvement que nous avons proposé aux femmes et en utilisant des pairs éducateurs via nos associations, nous avons assisté à une progression de la demande sur le terrain. Nous notons aussi que le fait de travailler à créer une synergie d'action avec des alliés non traditionnels, j'ai dit bien non traditionnel à la lutte, parce qu'auparavant, avant la mise en œuvre de notre projet, nous avions un programme de lutte contre les grossesses non désirées et les avortements clandestins, et nous avons fait une synergie avec des OSC locales qui travaillaient sur les grossesses non désirées et qui n'intervenaient pas dans le cas du cancer du col de l'utérus. Et là aussi, nous avons remarqué un fort engagement, y compris de journalistes et communicateurs qui ont beaucoup communiqué sur le cancer du col de l'utérus, y compris aussi l'engagement d'artistes. Et dans notre groupe de plaidoyer au niveau du Burkina Faso, nous avons plus d'une trentaine d'artistes qui aujourd'hui portent le message et nous avons vu que ce partenariat porte des fruits en termes de partage de connaissances, mais aussi de plaidoyer. Et là, c'est le troisième volet d'acquis de partenariat que je vais partager, parce que le fait d'avoir mobilisé tout ce monde-là au niveau communautaire, ça a pu impacter aussi les engagements au niveau politique. Et dernièrement, lors de la journée mondiale cancer, nous avons mobilisé par exemple des artistes qui ont porté un message auprès du ministre de la Santé du Burkina sur l'introduction de la vaccination et nous sommes heureux de voir comment ça bouscule pour que l'introduction soit effective au niveau du Burkina Faso. Je vais terminer pour dire que MDM, que ce soit au Burkina et en Côte d'Ivoire, nous sommes membres des groupes techniques SR des pays. Donc, ce sont des groupes techniques qui travaillent dans le cadre du partenariat de Ouagadougou et je salue Ba, qui est Marie Ba. Et dans ce cadre où nous avions l'habitude de parler de la planification familiale, nous avons travaillé avec tous les acteurs à intégrer. Et même dans les engagements pays, vous constaterez que les engagements ne sont plus juste focusés sur d'autres thématiques de DSSR, mais y compris aussi le cancer du col de l'utérus, comme par exemple les engagements dans le cadre du Forum Génération Égalité et bien sûr les engagements dans le cadre du FP 2030. Merci beaucoup. Je pourrais parler de bien d'autres acquis de notre partenariat au niveau de nos interventions, mais voici pour respecter un peu le temps. Merci. Merci beaucoup, Cécile. Et, alors, au regard des mains levées, j'ai le plaisir de donner la parole donc au docteur Egabouyi du Gabon. Docteur? Bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. D'accord. Donc, pour ce qui est du partenariat public-privé, nous en avons un exemple patent au Gabon. Alors, nous avons l'Institut de cancérologie qui a été mis en place qui est dédié dans la prise en charge des cancers. Et nos interventions sont soutenues valablement par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba dans son programme Agir contre le cancer, qui se base sur 3 axes. Aussi bien, le premier axe consiste en la prévention, qui a permis de faire de la sensibilisation avec des spots aussi bien en langue vernaculaire qu'en français, du dépistage avec des unités mobiles disponibles dans toutes les provinces du Gabon. Également, un marathon appelé la Gabonaise qui a pour but de sensibiliser davantage sur la notion de dépistage. Le deuxième axe, c'est la prise en charge
avec la création de l'Institut de cancérologie dédié donc au traitement des cancers. Et dans ce sens, la Fondation nous accompagne parce qu'elle a fait une formation, il y a des formations de ressources humaines avec renforcement de capacités. Nous sommes dotés en appui, avec la Fondation vient en appui en nombre de médicaments anticancéreux, mais également en équipement technique. Et le troisième axe, c'est l'accompagnement et le suivi de nos patients. Parce que grâce à la Fondation et son plan Agir contre le cancer, elle a été mis en place une maison de vie, une maison d'hébergement à proximité de l'Institut qui permet aux patients résidant à l'intérieur de pouvoir suivre leur traitement à ce jour en totalité. Et donc, on va dire que ce partenariat privé est un atout majeur puisqu'il appuie le fonctionnement d'aide du ministère de la Santé dans la prise en charge des cancers. Et ça a permis de vulgariser la notion de cancer au Gabon. Et ça attire de plus en plus de monde dans le sens dépistage, connaître son statut en termes de cancer. Et ça revient à tout ce qu'ont dit les intervenants précédents. Le partenariat public-privé a son rôle majeur dans la prise en charge du cancer. Merci infiniment et je salue aussi la Fondation Sylvia Bongo l'année dernière avait organisé à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer un webinaire régional sur la recherche, comment les chercheurs d'Afrique francophone peuvent travailler ensemble au regard notamment de la recherche qualitative sur les cancers féminins et c'était une très belle initiative, merci beaucoup. Et qui sera aussi directement pertinente. Alors, je me permets en fait de donner la parole, si possible, au professeur Bello, si le professeur Bello m'entend, du Togo, ou à l'équipe en fait du programme de lutte contre le cancer au Togo. Je vous entends très bien. Oui, je suis professeur Bello du Togo, je suis en charge des maladies non transmissibles. Alors, moi, je vois l'avantage du partenariat sur un autre concept, sur le concept politique. C'est que ce partenariat nous permette de parler d'une seule et même voix aux politiques pour que le cancer soit une priorité. Deuxièmement, pour que les politiciens comprennent qu'il faut mobiliser des ressources et il faut une stratégie déjà bien écrite qui nous permette de mobiliser les taxes sur le tabac, l'alcool et le sucre vers les maladies non transmissibles et spécialement vers le cancer. Parce qu'ici, c'est une question de volonté politique. Sans volonté politique, nous ne pouvons pas avancer. Voilà ce que je voudrais dire. Merci. Merci infiniment. Et donc, je me demandais si pour le Congo-Brazzaville, je pense avoir vu Judith, donc directrice du programme national. Judith, est-ce que vous voulez dire un petit mot? Non, si vous m'entendez. Allô? Judith, vous êtes sur mute en français, je ne sais même plus comment on dit. C'est votre micro, s'il vous plaît. Oui. Bonjour. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un grand plaisir, un honneur de participer à ce panel. Après la rencontre du Dakar en 2019, bon, c'est vrai que la pandémie a eu à faire tout son cours et tous ses dégâts. C'était pour parler du professeur Gombe qui nous avait quittés, avec toutes ses ambitions qu'il avait. Bon, le programme national de lutte contre le cancer a été créé et nous avons été désignés pour pouvoir coordonner ce programme national de lutte contre le cancer dans notre pays, le Congo. Nous sommes en train de nous organiser, donc ça fait 4 mois que le programme existe déjà.
Alors, dans le cas du travail, mais nous pensons, comme la plupart des intervenants, ceux qui ont parlé, je pense qu'ils ont déjà tout dit, faire de telle sorte que nos gouvernements puissent puissent prendre le cancer comme étant une priorité afin de faciliter le financement, qui peut être également financement auprès des partenaires publics et privés pour pouvoir faciliter l'accès au traitement. Ça, c'est l'accès au diagnostic, l'accès au dépistage, l'accès au traitement pour tout le monde. Donc, on est dans cette bataille afin de pouvoir faciliter et améliorer la prise en charge des malades atteints de cancer sur tous les cieux, parce que si on a un partenariat local, c'est vrai qu'aujourd'hui, les services de radiothérapie qui n'existent pas dans pratiquement tous les pays, mais avec un partenariat sous-régional, je peux dire qu'aujourd'hui, bon, la prise en charge des cancers du col de l'utérus se font en face en RDC. Et à côté de ça, c'est vrai qu'on a eu à organiser certaines activités dans le cadre d'Octobre Rose. Et nous, souvent, on associe également la prise en charge des cas de cancer. Mais je vous assure que l'expérience que nous avons eue au niveau d'un district de la capitale, où on a eu à former des relais communautaires et des prestataires de soins. Mais je pense que c'est une expérience que nous comptons étendre à tous les pays, parce que si le niveau communautaire reconnaît l'existence de ces maladies, ça sera un point à gagner pour pouvoir convaincre la communauté à l'accès à la vaccination. Avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui sur le problème de la vaccination, ce sera un élément de plus que nous aurons déjà acquis avec le district sanitaire pilote où nous avons commencé nos activités. Donc, on s'organise et on va avancer sur cette lancée-là. Je n'ai pas d'autres éléments à ajouter puisque tout a été dit. Salut à tous et à tous, et nous continuons notre lutte contre le cancer, notamment l'élimination du cancer du col de l'utérus dans notre zone africaine francophone. Merci beaucoup. Merci infiniment, Judith. Et puis, c'est également l'occasion de rendre hommage au professeur Gombe qui a tant fait dans la région et qui avait une contribution remarquable à l'atelier de Dakar. Donc, je me permets maintenant de donner la parole, une dernière intervention, donc peut-être à Anselme, en tout cas à la RDC. S'il vous plaît, je sais que nous avons plusieurs représentants de la RDC. Vraiment une minute, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Mélanie, vous m'entendez? Oui. Oui, merci Mélanie. C'est toujours un plaisir de participer à ces réunions. Mais bon, voilà, comme je suis en dernier, tout a été presque dit. Donc, voilà, ce n'est qu'à vous remercier. Mais je pourrais peut-être dire un mot. Je crois que l'avantage du partenariat sur le cancer, donc moi, je crois que ça permet une prise de conscience nationale. Ça, c'est très important. Je crois que la prise de conscience nationale, elle est importante. Et de cette prise de conscience nationale va créer des stratégies nationales d'autofinancement. Vous voyez, par exemple, le cas de la RDC, vous connaissez, c'est un grand pays avec de grands problèmes aussi. Donc, voilà. Mais moi, je crois qu'avec cette stratégie nationale d'autofinancement, qui commence par le gouvernement de mettre des priorités sur cette maladie, et voilà, je crois que ça pourrait faciliter et faire avancer les choses. Voilà. Merci beaucoup. Toutes les bonnes choses. Merci infiniment. Donc, je pense que pour ce tour de table, est-ce que on a juste une minute? Est-ce qu'il y a une dernière intervention? Je vois qu'il y a peut-être des mains levées. Donc, éventuellement,
Burkina, Madame Zouré ou Professeur Zongo, si vous êtes dans la salle pour... sélectionner des gens, pourquoi vous nous avez fait participer? J'ai levé ma main. Vous l'avez levé où? Vous l'avez levé où? Ici. Allô? Oui. Mais choisis pas, il a peur de ma touche. Merci. Donc, je vais peut-être continuer sur les prochaines étapes et tout d'abord, vraiment remercier l'ensemble des intervenants et justement au sujet de ces prochaines étapes, d'annoncer qu'on veut vraiment prendre le temps, en fait, puisque d'une réunion, d'un atelier début 2022 en format hybride pour discuter plus en profondeur des idées que vous avez tous évoquées aujourd'hui et donc on vous tiendra informé. Bien sûr, si vous avez un intérêt, n'hésitez pas à écrire à notre adresse email donc sur une réunion en particulier des partenaires techniques et financiers. Nous organiserons aussi en français très bientôt, donc en décembre, une réunion pour vous informer de la nouvelle thématique en fait de la Journée mondiale contre le cancer qui vraiment met l'accent sur l'équité. Et enfin, une occasion de se retrouver sera le Congrès mondial contre le cancer qui aura lieu en octobre 2022, donc de façon hybride, mais surtout à Genève aussi, donc en personne, pour pouvoir discuter plus longuement de ces thématiques importantes. Nous avons d'ailleurs un appel à session sur notre site internet qui est ouvert jusqu'au 30 novembre prochain. Et enfin, nous avons les bourses pour l'Afrique francophone qui sont toujours ouvertes et nous ferons aussi un email de suivi à l'ensemble des participants pour vous donner accès à l'ensemble de ces opportunités. Est-ce que Thomas, tu veux dire quelque chose ? Non, merci beaucoup. Juste rendez-vous à toutes et tous pour ces prochaines étapes. On vous remercie également d'avoir été très nombreuses et nombreux pour cette session et pour vos contributions très éclairantes et motivées pour le futur. Merci beaucoup. Merci infiniment, Thomas. Donc, alors nous devions accueillir le professeur Charlemagne Ouedraogo, mais qui est apparemment en route. Donc, je vais me permettre tout de suite, en attendant, en fait, de mettre la vidéo de Madame l'ambassadrice Stéphanie Sédou. Est-ce que tu veux... Thomas, en dire un petit peu plus sur Stéphanie. Ouais. On ne t'entend pas, Thomas, tu es en mute. C'est un grand plaisir d'avoir un message vidéo de la part de l'ambassadrice pour la santé mondiale de la France, donc Madame son Excellence Stéphanie Sédou, qui souhaitait vraiment participer en présentiel, assister à cette vidéoconférence, mais qui malheureusement a dû s'absenter pour d'autres engagements. En revanche, on peut vous assurer que depuis, nous avons entamé les échanges avec elle et son équipe. Elle nous a fait part de toute sa motivation et de tout son intérêt pour ce projet, qui a déjà été à plusieurs reprises. Madame l'ambassadrice a pu, au nom de la France, confirmer l'engagement de notre pays pour
justement la lutte contre les cancers du col de l'utérus, la santé reproductive maternelle. Le forum Génération Égalité a été évoqué tout à l'heure et effectivement, je crois que ça a été rappelé à plusieurs reprises dans ce forum, cet important forum qui s'est tenu cet été. Et on attend avec impatience la poursuite de cette aventure pour pouvoir associer tous les partenaires clés et en particulier la France. Merci. Je suis heureuse de clore ce très bel événement organisé par l'Union internationale de lutte contre l'UICC et l'Institut national par l'Union internationale de lutte contre le cancer, l'UICC, et l'Institut national du cancer, l'INCa français, sur l'initiative pour un partenariat en Afrique francophone sur les cancers féminins. Nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de la nouvelle stratégie mondiale pour accélérer l'élimination du cancer du col de l'utérus en tant que problème de santé publique de l'Organisation mondiale de la santé. Les objectifs 90, 70, 90 définis dans cette stratégie offrent des cibles claires à atteindre d'ici 2030 pour que le monde soit enfin sur la voie de l'élimination de ce cancer. Nous, France, UICC, INCa, Organisation internationale, devons coordonner notre soutien en tant que partenaires internationaux afin que les pays avec un fort taux de prévalence puissent trouver un équilibre et mettre en œuvre avec succès les 3 étapes clés de cette stratégie que sont la vaccination, le dépistage et le traitement. Dans cette optique, le partenariat en Afrique francophone sur les cancers féminins apparaît comme une opportunité concrète de mise en œuvre de la stratégie mondiale de l'OMS dans cette région. Tous les acteurs pertinents sont d'ailleurs réunis aujourd'hui autour de la table, signe d'une mobilisation forte de chacun pour mettre fin à cette maladie. On estime que 8 femmes sur 10 dans le monde sont exposées au virus du HPV au cours de leur vie. Il faut donc favoriser la mise en œuvre d'approches intégrées entre les programmes de vaccination, les programmes de dépistage et de traitement, les services de soins de santé primaire et les services de lutte contre le VIH et de santé sexuelle et reproductive dans les pays. De plus, à chaque étape du parcours de soins, l'innovation et la technologie sont indispensables et montrent déjà leurs effets grâce à des projets comme Scale Up Cervical Cancer Elimination with Secondary Prevention Strategy, Success, financé par United et mené par Expertise France en partenariat avec Spiego et l'UICC. Je salue d'ailleurs Monsieur le ministre Charlemagne Ouedraogo, que je sais très impliqué sur ce sujet. Par exemple, au Burkina Faso, Success a permis notamment de créer un comité de recherche dédié au cancer du col de l'utérus et de former 634 prestataires de santé. C'est cette dynamique que nous devons continuer de porter collectivement. La France est fière de contribuer à l'élimination du cancer du col de l'utérus via ses financements importants aux fonds multilatéraux comme United, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, ou Gavi, l'Alliance du vaccin. Une étude publiée la semaine dernière dans le Lancet confirme d'ailleurs l'efficacité du vaccin contre le HPV. Au Royaume-Uni, le programme de vaccination contre le HPV a réussi à éliminer presque totalement le cancer du col de l'utérus chez les femmes nées après le 1er septembre 1995. Il est donc essentiel de soutenir Gavi et les pays en développement dans la mise en œuvre des campagnes de vaccination contre le HPV. Nous agissons également de manière bilatérale. Le Fonds français Muskoka intervient en Afrique de l'Ouest et du Centre pour améliorer le dépistage et le traitement du cancer du col de l'utérus en formant les personnels soignants. L'Agence française de développement, l'AFD, soutient également depuis 2018 un projet mené au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire par l'ONG Médecins du Monde qui promeut 2 types d'innovations, l'autotest pour la prévention et le développement de la technique d'ablation thermique pour le traitement des liaisons précancéreuses. Je terminerai en soulignant que la France soutient pleinement cette initiative pour un partenariat en Afrique francophone sur les cancers féminins et que nous espérons que se tiendra au début de l'année 2022 une réunion des bailleurs techniques et financiers pour qu'elle puisse se développer. Toutes nos actions n'ont qu'un but, protéger les femmes et les jeunes filles contre le cancer du col de l'utérus par l'innovation, l'approche communautaire et le renforcement des systèmes de santé. Nous ne pouvons pas laisser s'étendre cette maladie mortelle, stigmatisante et qui touche en particulier les femmes dans les pays à faible revenu, alors que nous disposons dorénavant des moyens de l'arrêter. Poursuivons ensemble notre action pour mettre fin au cancer de l'utérus.
Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouvel événement de l'initiative. Je me permets vraiment de remercier aussi Son Excellence Madame l'ambassadrice de cet engagement. Malheureusement, nous avons reçu la nouvelle que Monsieur le ministre ne pourra pas se joindre à nous et qu'il est actuellement en réunion. Donc, il ne s'agira que d'une occasion de l'inviter au prochain événement. Donc, vraiment que nous espérons organiser début 2022, hybride aussi en personne, et vraiment d'avoir, je dirais, cet engagement commun d'être ensemble pour cette approche contre les cancers féminins, ces approches collaboratives, et d'avoir pour nous, l'UICC, l'INCa et l'ensemble des acteurs, cet appui pour vous permettre, et aussi de la part du partenariat Douaga, d'apprendre du succès et de l'autre côté de succès, en fait, aussi, et les approches régionales, et d'avoir cette approche commune, cette coordination qui nous permettra d'avancer ensemble. Je vous encourage également, en dernier mot, donc dans à peu près 15 minutes, il y aura la commémoration officielle de l'OMS de ce 17 novembre, donc qui est accessible en plusieurs langues, et également avec des interventions extrêmement intéressantes de haut niveau. Donc je vous encourage, je pense que l'équipe a indiqué le lien dans le chat. Et également, mon équipe fait des gestes de photos, donc souhaiterais, je pense, faire une photo de groupe. Donc, je vous encourage à allumer peut-être votre caméra, si cela est possible. Thomas, est-ce que tu veux dire un mot Simplement, je veux remercier une nouvelle fois tout le monde, et toi, Mélanie, pour tes efforts dans l'organisation de ce partenariat depuis plusieurs mois déjà, pour cette modération, et donner rendez-vous à tout le monde au plus tôt, bien sûr, pour la suite de cette initiative. Merci encore. Merci infiniment, et merci aussi à toi, Thomas, de ton engagement constant pour cette initiative auquel on croit beaucoup, et nous ferons un suivi par email. Donc si vous êtes inscrit sur le Zoom, vous recevrez les informations aussi, comme Lisa Stevens a annoncé, également les brochures, et puis différents supports qui ont été partagés par les intervenants et au-delà. Donc restons en contact. Et merci encore infiniment de votre engagement et de votre participation aujourd'hui. Au revoir.